qu'en 2017, tu as créé la surprise en battant Lee Chong-wei, qui était du coup numéro 1 mondial à l'époque, donc lors des championnats du monde à Glasgow. Est-ce que tu peux nous plonger dans ton état d'esprit du moment, à ce moment-là, avant, pendant et après le match? Quel était ton état d'esprit du coup ce jour-là? En fait, la victoire contre Lee Chong-wei, donc là, t'as sans doute pas dû voir, mais j'avais déjà battu Lee Chong-wei un an avant. Et c'est marrant parce que tout le monde se souvient de ça, même Internet du coup se souvient plus de cette victoire-là parce que c'était au championnat du monde. Mais en gros, je l'avais battu déjà la première fois au Danemark en 2016, en novembre 2016, enfin en octobre 2016. Et à l'époque, en plus, je voulais arrêter ma carrière. Et c'est ce match-là, enfin cette compétition-là, on va dire, qui m'a redonné l'envie de continuer ma carrière. Et donc, bref, finalement, la genèse de la victoire au championnat du monde est née aussi de cette victoire-là, parce que je me suis rendu compte que j'étais capable de grandes choses. Et après, pendant l'année, on s'est rejoué une ou deux fois avant ces championnats du monde. Il m'a détruit les deux fois où on s'est joué. Mais au championnat du monde, on a fait une préparation avec Bertrand, mon mentor, spécialement pour battre Lee Chong-wei. Le problème, c'est qu'on a fait une préparation spécifique pour Lee Chong-wei, mais pas pour gagner les championnats du monde. Donc c'était peut-être une petite erreur, mais en tout cas, c'était spécialisé. On a fait, je crois qu'on a su les tableaux un mois et demi en avance. Et à partir de ce moment-là, quand on a su qui je jouais, on a fait une préparation que Lee Chong-wei. Donc préparation mentale, préparation tactique pour jouer ce joueur-là. Et quand je suis arrivé sur le terrain, rien ne pouvait me toucher à part bien jouer en fait. J'étais programmé pour bien jouer. Je me sentais super bien, j'étais dans mon monde. D'ailleurs, ça se voit un peu quand on regarde le match. Je suis complètement dans ma bulle. J'arrive même à faire une blague au caméraman à une pause à 11. Et parce que j'étais bien en fait. Je me sentais dans mon flow, on appelle ça, dans le sport ou dans d'autres domaines. C'est vraiment quand on se sent aligné avec nos sensations, tout ce qu'on doit faire, c'est clair. J'avais une mission et ça s'est plutôt bien passé. Après, il y a eu un petit moment de doute parce que je crois gagner le match au deuxième set. D'ailleurs, quand je regarde le match, à chaque fois, je me dis c'est vraiment bizarre ce challenge parce que il y a un challenge à 20-19, je crois, pour moi, ou 20-20 ou 21-20 pour moi, je ne sais plus exactement le score. Mais en gros, j'ai un volant de match. Lee Chong-wei fait un coup proche de la ligne et je le laisse sortir parce que je croyais qu'il était faute. Et quand je le vois dehors, moi, je lève les bras au ciel, j'ai gagné le match. Sauf que lui, il demande le challenge. Et au challenge, on voit à la vidéo, le volant, il touche la ligne. Mais derrière, quand j'ai regardé des dizaines de fois le match en vidéo, quand je mets au ralenti, j'ai du mal à voir qu'il est sur la ligne. Franchement, bref, c'était comme ça. Donc ça m'a mis un gros coup mental. Je perds le set directement après. Et pour me remobiliser, ça a été un petit peu plus compliqué au début du troisième set. Et après aussi, il y a eu un concours un peu de circonstances. Je suis mené au troisième set et puis je reviens. J'ai gardé la même tactique et finalement, je suis revenu et c'est lui qui a commencé à flancher psychologiquement à la fin, mentalement. Et il a ressenti la pression et voilà, après, j'ai pas recommis les erreurs que j'avais pu commettre de nombreuses fois dans ma carrière à la fin d'un match quand je menais. J'avais souvent tendance à me relâcher un petit peu et des fois ça m'a coûté les matchs. Et là je me suis pas relâché du tout. Il y avait même, je m'en souviens à l'époque, Lucas Corvée qui était dans les tribunes qui me fait allez continue, enchaîne, prends le volant et enchaîne. Et j'ai pris le volant, je me suis pas attardé quand j'ai eu le point de match, j'ai pris le volant, je suis allé servir et puis voilà, j'ai gagné sur le premier point de match. Lors des Jeux méditerranéens de 2013, tu as décroché l'or en simple. Comment as-tu préparé cette compétition et que représente cette victoire pour toi? Les Jeux méditerranéens 2013, c'était vraiment une expérience inoubliable pour moi parce que c'est la première fois où j'ai entendu la Marseillaise pour une victoire, donc représenter la France. C'était pas quand on représente sur les tournois comme le Danemark, comme j'en ai parlé plus tôt. Évidemment, on a le drapeau France à côté de notre nom, mais on est plutôt là en tournoi individuel, donc on est plus sur la performance personnelle.
Alors que là, quand on représente notre pays, on n'a pas notre nom dans le dos, on a juste France. C'est autre chose, c'est un autre niveau et surtout on a la Marseillaise si on gagne cette compétition. Donc ça a vraiment… c'était très spécial. Je me souviens avant la finale d'ailleurs, je regarde, j'étais dans les vestiaires, j'avais mon téléphone et je vois mon père qui m'envoie généralement le même texto avant une finale. Et il me dit toujours une finale, ça se joue pas, ça se gagne mon fils. Et je me sentais déjà, entre guillemets, à ce moment-là, déjà invincible. Je savais que… Alors je savais pas que j'allais gagner, mais j'avais tellement confiance en moi pour aller gagner cette finale que ouais, je me sentais bien déjà. Je me sentais heureux d'être là. Et toute la pression que j'avais, c'était que de la bonne pression. Je voulais la mettre pour gagner. Et ça a super bien marché en finale. En plus à cette époque-là, j'avais mon mentor avec moi qui était entraîneur de l'équipe de France. C'était vraiment une osmose. Il y a eu une combinaison de plein de facteurs qui ont fait que cette compétition restera à jamais gravée dans ma mémoire et comme un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Et la préparation, désolé, hein, je ne suis pas revenu sur la question, mais la préparation en fait a été une préparation assez classique. Ça a été comme on prépare un autre tournoi, parce que ça faisait partie de la saison, c'était pas forcément un objectif spécial, même si c'était l'objectif de l'année. Mais voilà, Jeux méditerranéens, c'est pas non plus les Jeux olympiques, c'est pas les Jeux européens, c'est pas les championnats du monde, c'est un cran en dessous. Et du coup, on avait juste préparé ça, on va dire, classiquement comme d'habitude, avec l'équipe de France, avec mon entraîneur qui était entraîneur de l'équipe de France à l'époque aussi. Et ça s'était très bien passé. Donc ensuite, tu as participé à 3 Jeux Olympiques, donc Londres en 2012, Rio 2016 et Tokyo 2020. Comment est-ce que tu as vécu toutes ces expériences et quelles leçons au final t'en as tiré de ces 3 Jeux Olympiques? En fait, à chaque fois, tu apprends des nouvelles choses, mais finalement, c'est sans doute Londres qui m'a le plus appris, mes premiers Jeux Olympiques, parce que à cette époque-là, j'avais fait une préparation spécifique pendant 4 à 5 mois avant les Jeux Olympiques. J'avais pris un préparateur physique personnel qui me faisait aussi de la nutrition. Donc j'avais fait des phases comme un peu un athlète en athlétisme. Ils vont faire des phases de préparation sur 5-6 mois pour arriver au top le jour de leur grosse compétition. Parce que les athlètes, ils ont des saisons. Ils ont la saison indoor, la saison outdoor. La saison indoor, c'est plutôt l'hiver. La saison outdoor, c'est l'été. Et en fait, ils essayent de se préparer en fonction juste de 1 mois et demi, 2 mois de saison au maximum. Et mon préparateur physique venait de l'athlétisme. Et du coup, on voulait se préparer pour les Jeux Olympiques. Donc, on a fait cette grosse préparation et en fait, c'était une erreur parce qu'au badminton, on a besoin… l'athlétisme, on va dire, c'est avec soi, c'est beaucoup de physique et de la technique. Mais il n'y a pas vraiment de confrontation avec l'adversaire, il n'y a pas de feeling avec une raquette, avec un volant, enfin c'est que son corps. Et ça, je ne l'avais pas pris en compte à l'époque, en 2012. Donc je suis arrivé au jeu, j'avais quasiment pas joué dans mon état de forme maximum. J'avais pas joué à part à l'entraînement, dans mon état de forme maximum. Et j'avais perdu 3 ou 4 kilos pendant ces 4-5 mois d'entraînement. Et du coup, j'allais beaucoup plus vite sur le terrain. J'étais un peu plus puissant, mais mes sensations sur le terrain étaient complètement perturbées par le changement de dynamique dans cette préparation. Et du coup, après Londres, donc sur le plan préparation, j'ai pas refait cette erreur derrière à Rio et à Tokyo. Après, j'ai des bons souvenirs évidemment des Jeux Olympiques, mais ça a toujours été un peu dur quand même la défaite parce que on s'entraîne dur, on s'entraîne pendant 4 ans, enfin toute notre carrière pour ça. Et j'ai pas réussi à vraiment sortir les matchs que j'ai pu sortir comme Lee Chong-wei par exemple aux Jeux Olympiques. J'ai pas réussi à me mettre dans cet état mental que j'avais réussi à faire sur certaines compétitions en battant des top 10, etc. Aux Jeux Olympiques,
j'ai toujours eu un peu ce frein et puis évidemment des très bons joueurs en face de moi qui m'ont barré la route du tableau final. Donc sur le plan performance, ça n'a jamais été dans mes meilleurs moments. Mais après, en termes d'expérience, vivre dans une famille olympique, entre guillemets, ça c'était vraiment exceptionnel. Parce que la première fois que j'arrive aux Jeux à Londres, à l'époque, en fait, je me sentais assez seul en équipe de France avec ma mentalité de gros travailleur, de joueur très ambitieux, avec une grosse confiance en moi. Et j'avais l'impression d'être un peu unique dans ce système-là avec les autres joueurs français de l'époque. Et en fait, quand je suis arrivé au jeu, c'est la première fois où je me suis senti pas seul en fait. J'étais dans une famille de psychopathes comme moi en fait, de joueurs aussi, enfin d'athlètes aussi fous que moi dans l'approche de la performance, dans l'approche de la préparation, de la discipline, de la motivation, la confiance en soi, etc. Et waouh, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de me sentir de me sentir compris au sein du même monde que moi. Et donc il y a ce côté-là que j'ai vraiment, vraiment adoré. Ce côté grande famille olympique, côté athlète. Et évidemment, le côté organisation. On a l'impression d'être comme des présidents d'État quand on est aux Jeux Olympiques. Tout est réservé pour nous, on a tous les accès. Vraiment. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir voir pas mal d'autres compétitions aussi pendant ces 3 Jeux Olympiques. Donc c'est des différents sports. Donc c'est des souvenirs inoubliables avec beaucoup de sports, que ce soit le handball français, que ce soit Teddy Riner au judo, que ce soit l'athlétisme, les finales du 100 mètres dans un stade plein avec les flashs dans tous les sens. Vraiment. Et puis là, les derniers Jeux Olympiques à Paris, j'ai pas joué, mais j'étais commentateur et j'ai eu la chance aussi d'accéder à différents endroits. Et Léon Marchand à la natation, mais j'ai jamais vu ça, à part dans les stades d'athlétisme pour la finale du 100 mètres. Sinon, j'ai rarement connu une ambiance comme ça. Et quoique l'ambiance du handball aussi, quand les Français ont gagné, ou l'ambiance du volley à Paris en 2024, en finale, en demi, en quart, c'était incroyable. Donc ouais, j'ai eu la chance de vivre tous ces moments-là grâce à cette famille olympique et aux Jeux Olympiques.